écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. Vous avez découvert la semaine dernière avec Si Mustafa Kadeli. Salut Mustafa. Bonjour. Ça va? Bonjour, ça va, ouais. Voilà. Ça va. On se dit bonjour à chaque podcast, mais il faut que les gens sachent que ça se passe souvent dans la même journée. C'est le retrouvailles surtout. C'est les retrouvailles. Depuis très longtemps, on ne s'est pas vu. Vous avez connu donc l'épisode Ben Arfa, l'exil de Mohamed Ben Youssef, Mohamed El Khamis en fait, dans l'histoire telle qu'on l'écrit aujourd'hui. Les grèves urbaines et les révoltes rurales. Les attentats indépendantistes ou nationalistes, c'est comme ça qu'il faut dire. La résistance. La résistance. Les attentats de la résistance. Et à la fin du podcast de la semaine dernière, on avait terminé sur Mohamed El Khamis, toujours en exil. N'est-ce pas? Il est où d'ailleurs à ce moment-là? À Madagascar. On l'avait transféré de la Corse à Madagascar. Voilà. Le plus loin possible. D'ailleurs, je vous signale aux gens qui visitent la Corse que sa maison est visitable. Enfin, la maison, il était en exil et proposée aux touristes. Et il y a des Marocains qui y vont. Certainement, il y a une communauté marocaine déjà sur place. Oui. Il y a déjà la trace du Goumier. Oui. Je veux dire, la Corse, dans la mémoire, elle est très forte. Énorme cimetière musulman du débarquement des Goumiers du deuxième Tabor. Donc, Grandval, dans son dos, on organise les pourparlers d'Aix-les-Bains. Absolument. Voilà. Alors, les pourparlers d'Aix-les-Bains, qui ne sont pas, tu insistes beaucoup là-dessus, les négociations d'Aix-les-Bains. Beaucoup de gens confondent, on dit les négociations et on traduit ça par le mot fawadat. Oui. Et on croit que les pourparlers, c'est discuter. On peut parler parce que ce que le gouvernement français décide. Il a dit, je vais réunir les différents protagonistes marocains de la crise marocaine. Et on va les réunir ensemble pour discuter ensemble. Et les modérés, les traditionalistes, et les amis du Glaoui, et les nationalistes, et les amis des nationalistes, et les partis politiques. C'est-à-dire, on va faire une sorte de brainstorming. On va inviter tout le Gotha, un petit peu les représentants du Gotha. On va inviter les représentants du parti de l'Istiqlal, on va inviter les représentants du parti démocratique institutionnel ou de l'Istiqlal, le PDI de Hassan El-Ouazzani également. On va inviter les pro-Ben Arfa, c'est-à-dire le Glaoui et il n'est pas présent, mais en tout cas le Glaoui représente cette frange dite, des fois on l'appelle traditionnaliste, des fois on l'appelle conservatrice, des fois on l'appelle les pro-Ben Arfa. Bref, on va amener les pro-Ben Arfa et les pro-Mohamed V pour discuter ensemble pour trouver, qu'ils disent, une issue à la crise marocaine. Et c'est où Aix-les-Bains? C'est une ville, disons, un peu encore. Les Français, ils adorent organiser les négociations. Pour les Algériens, ils les organisent à Évian, c'est en Savoie. La ville des eaux, un peu. Ils adorent, je crois, ça joue dans les négociations pour apaiser, pour calmer les esprits et apaiser les hôtels en plus. Donc oui, c'est d'être agréable. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tout le monde est calme, ces petites villes. J'imagine que les gens se croisent même en dehors de séances de négociation. Certainement. Alors, il y a beaucoup de choses parce que malheureusement, à ma connaissance, certains protagonistes, en tout cas du côté du Maroc, ont laissé quelques bribes de leur mémoire, mais d'une manière générale et globale. Je veux dire, ils ne nous racontent pas le détail. Les détails, on les trouve chez le chef du gouvernement, je crois, de l'époque, Edgar Faure, qui a laissé également ses mémoires. Il parle de cet épisode. Il y est, Edgar Faure. Oui, il y est. Il vient lui-même en personne. Alors, Edgar Faure, à ce moment-là... Il était chef du gouvernement en France. Et c'est qui le président de la République? Il ne compte pas la présidente de la République. C'est la 4e République. Ça ne comptait pas. Le plus important... Le plus important, c'est le chef du gouvernement. Président du Conseil, comme il disait. C'est un autre système celui d'aujourd'hui. Tout à fait, avec son ministre des Affaires étrangères, parce que le Maroc dépendait du ministère des Affaires étrangères en tant que protectorat. Comment il s'appelle, le ministre des Affaires étrangères? C'est lui qui va signer la déclaration avec Mohamed V à son retour à Paris, à la Cille Saint-Cloud, Antoine Pinet. Antoine Pinet, d'ailleurs, c'est lui qui a réformé le franc, le nouveau franc et l'ancien franc. C'était lui quand il est devenu ministre des Finances. Rien à voir avec le sujet. D'accord. Comme on parle encore des fois en franc, je veux dire... Il faut qu'on fasse un jour un podcast sur le franc, d'euro, réel. Oui, ça mérite. Alors revenons à ces pourparlers. Donc ça dure du 22 août 1955 au 27
août 55. Mais qu'est-ce qui se dit là-dedans On n'a pas les détails. Les gens parlent grosso modo. Je veux dire, côté marocain, on a des généralités. Edgar Faure en donne quelques détails, mais en tout cas, 2 éléments fondamentaux que je peux retenir de cet événement. Le premier. La création d'un conseil des gardiens du trône. Conseil des gardiens du trône. Ouais. C'est-à-dire, on va accepter le principe d'évacuer Ben Arafat. On va désigner 4 personnes qui vont occuper un peu le trône, en attendant le retour de Mohamed V de son exil, ou en attendant même carrément pour certains une 3e solution. Parce que certaines tendances françaises pensaient qu'on pouvait se passer et de Ben Youssef et de Ben Arafat. Alors, du calme. Qui sont ces 4 personnes? Le président, c'est l'ex-pacha d'Osfrou, le Bacha al-Bekkay. D'accord. Le deuxième? Le grand vizir al-Muqri, qui était toujours en fonction depuis 1919. Il était grand vizir, il était toujours là. C'est lui qui a fait Algésiras, c'est lui qui a négocié avec Paris en 1910 l'évacuation de la Chaouia, et puis elle revient avec un brouillon du protectorat. Un gars des arcanes du Marzen, mais il ne pipe pas mot avec, par exemple, Ben Arafat. Il continue, je veux dire, il démissionne pas. Il est très âgé, il était presque centenaire, il ne tenait plus debout, mais bon, donc il était là. Il maintient son poste. Le troisième, c'est qui? Le troisième, c'est le Bacha Sbehi, le Bacha de Salé. Et le 4e, c'est un ancien officier de l'armée française, devenu caïd de sa propre tribu, le caïd Tahar Ouassou de Bni Alahem, de la région de Bni Waraïn, dans le Moyen Atlas, entre Boulmen et Taza. Donc ces 4 personnes, on leur demande quoi? On leur demande de garder le trône, en attendant le retour de son propriétaire légitime. Donc on acte le départ de Ben Arfa. Sauf que Ben Arfa était toujours là. C'est la première conclusion de... Son sort est scellé ce jour-là, Ben Arfa. Le retour de Mohamed Ben Youssef est acté. Pas encore, parce que nous sommes... On enlève Ben Arfa, ça n'a pas marché. On met ces 4 personnes en attendant de voir ce qu'on va faire. Mais ces 4 personnes ne prennent leur fonction qu'après le 1er octobre, c'est-à-dire le jour où Ben Arfa va quitter le palais. Parce qu'il va y rester jusqu'au 1er octobre, il refuse complètement de sortir. Ah, Ben Arfa ne va pas sortir? Non, il ne veut pas. Les Français ont trouvé du mal à le faire sortir du palais. Excuse-moi, je trouve ça drôle. Mais physiquement? Oui, physiquement. Oui, il voulait pas sortir. Et d'ailleurs, l'anecdote de la pour l'histoire, il a fallu le sortir avec violence, carrément. C'est-à-dire, ça. Et c'est Oufkir qui va s'occuper de la besogne. C'est Oufkir qui va le sortir du palais et qui va le mettre dans un avion et qui va l'envoyer à Tanger. Et de Tanger, après, les Français vont le récupérer pour l'amener en France. Et il va vivre longtemps, Ben Arfa. En exil, où ça? À Nice, je crois. D'accord. Mais aux frais de qui? De la République. De la France, d'accord. Il part en famille? Aucune idée. Parce que ses enfants, non, je crois que ses enfants ont continué à vivre au Maroc. Je veux dire, ils n'étaient pas rien. Je crois que c'est les enfants. Je crois qu'il est parti seul. Mais je suis incapable d'en parler. D'accord. La deuxième chose qu'il faut retenir, à part ces 4, cette espèce de conseil provisoire, quoi, du gardien du trône. Ouais, je le vois comme des comités provisoires qu'on a parfois dans les clubs de foot. Voilà. La désignation d'une personnalité pour constituer un gouvernement marocain pour négocier avec la France. Et là, on désigne l'ex-pacha de Fès, le Hajj Fatmi Ben Slimane, qui était en mission au pèlerinage et qui a rejoint la France. Donc lui, c'est un Ben Youssefiste. Ben Slimane, oui. Puisqu'il s'est exilé à l'arrivée de Ben Arfa. Voilà. Tout à fait. D'accord. Donc on va le désigner. Mais alors, après le 1er octobre, le départ forcé de Ben Arfa par le capitaine Oufkir, comme il s'appelait à l'époque, et on a une photo. De Oufkir qui sort Ben Arfa du palais. On a une photo de Oufkir et Ben Arfa à l'aéroport et Oufkir qui le regarde fixement en levant la main, pas genre menace ou quelque chose comme ça, je veux dire de ne plus se retourner parce que la décision a été prise, donc tu dois dégager. J'aimerais aller en quelque sorte parce que... C'est comme ça qu'il faut le dire, c'est la bonne... Oui, mais on en parle parce que on a utilisé des stratagèmes pour le faire sortir. On l'a même demandé au Pacha Tazi de Rabat d'organiser un dîner en l'honneur de Ben Arfa pour le faire sortir, histoire de, une fois invité, on ne va pas le laisser rentrer. Et bien il refuse d'aller au dîner à son honneur. Ça, je crois que c'est Ranval qui le raconte ou quelqu'un d'autre dans ses mémoires, mais en tout cas, le détail est allé jusque-là parce que le gars a dit dans sa lettre au président français Vincent Auriol, c'est Dieu qui m'a donné et c'est Dieu qui va m'enlever. Ce que le Dieu m'a donné le trône, moi je le garde. Pourquoi je vais le laisser? J'imagine qu'il devait négocier derrière quelques émoluments pour la suite de sa carrière, non? Ah, je crois qu'il n'a jamais fait de politique de sa vie, il n'a jamais été au pouvoir, il était à Fès, il vivait sa petite vie tranquille, il paraît même qu'il n'a jamais été dans le pouvoir ni dans ses arcanes, il ne comprend pas tout ce qui se passe autour de lui. Donc un jour on lui a dit tu veux être sultan, il a dit oui avec plaisir, mais le jour on lui a dit c'est fini, il avait du mal à comprendre toute l'agitation alors
qu'il était victime quand même de 3 attentats. Je veux dire, il devrait comprendre... Il s'est mis en danger, quoi. Il s'est mis en danger, il devrait comprendre qu'il n'avait rien à faire là-dedans et qu'il fallait jeter l'éponge au début, laisser les Français s'empêtrer dans leurs histoires. Eh ben non, il a continué, mais je crois que oui, peut-être il voulait négocier, mais en tout cas, la sortie, c'est une sortie de force physique, presque, je veux dire physique, en Manu Militari, en le traînant par le coupe de cette djellaba. Donc la conférence, là, les pourparlers, mushawarat, c'est ça en arabe? Les mushawarat, c'est les négociations. Les mushawarat, c'est les pourparlers. Donc c'est pas des négociations, c'est pourparlers. Arrive avec 2 points. La première, c'est 4 gardiens du trône, c'est bien ça? Oui. Voilà. Et la deuxième, c'est un chef du gouvernement qui est Fatmi Ben Slimane. Fatmi Ben Slimane de Fès. L'ancien pacha de Fès. Voilà. Et suite de l'histoire, la sortie de Ben Arfa, qui est donc une grande histoire en fait, physiquement, qui a pris du temps. Qu'est-ce qui s'est décidé d'autre à Aix-les-Bains? C'est les 2 éléments importants, en tout cas, qui sortent. Il y a beaucoup de racontards, mais en tout cas, ce sont les 2 choses qui ont été réalisées par ces pourparlers. Peut-être d'autres choses ont été décidées. Je n'ai jamais vu de document, en tout cas, pour l'attester. Mais ce sont ces 2 choses-là qu'on trouve actées par la suite. Fatmi Ben Slimane ne va pas réussir à constituer un gouvernement, parce que d'abord, il refuse, il ne peut pas constituer de gouvernement sous l'égide de Ben Arfa. D'abord. Donc, hors sujet. Lui, il est légaliste, quoi. Il reste dans la légalité. Pour lui, Ben Arfa... Oui, hors sujet. Hors sujet. Il est cohérent dans tout son parcours. Oui, c'est logique, comme, je veux dire, c'est la circonstance, il fallait tenir jusqu'au bout, surtout que la victoire... Je sais que c'est dur de donner des chiffres, mais comme une grande partie des Marocains. Oui, puisque les peuples, surtout les peuples des villes qui étaient connectés à la radio, qui suivaient les événements, les gens de Casablanca qui voyaient les attentats, il organisait, je veux dire, toute la ville de Casablanca surtout, structurée autour, vous êtes pro-résistants, vous êtes haïn, point à la ligne. Mais excuse-moi, je reviens à cette histoire, parce que je suis un peu surpris quand même. On a fait des podcasts avec toi où tu nous as parlé de la science coloniale, l'ingénierie coloniale. À aller apprendre déjà, apprendre Shlaha, écrire des livres sur la structure mentale, les contes, donc on peut dire que le colonisateur, c'est un protectorat, c'est un peu la même fonction, connaît le Maroc. Oui. Voilà, il y a des livres, il faut les lire, il faut voir, Bon, on a quand même l'impression que c'est une grosse gaffe, cet exil. A amplifié le mouvement qu'il était censé éteindre. Bien sûr. Voilà. Cet exil a été contre-productif et... Il a précipité les événements. Il a précipité les événements, voilà. Et donc ma question basique, c'est comment ont-ils fait une telle erreur? Non, je crois que Est-ce que c'est pas les mêmes hommes? Est-ce que ils ont pas une bonne perception de ce qui se passe? On est en plus dans un mouvement mondial qui vise, comme tu l'as dit, à décoloniser. L'Espagne, l'Angleterre a lâché l'Inde, qui est énorme. Commence à lâcher, oui. Voilà, l'Afrique de l'Ouest. La guerre d'Indochine. Les soldats qui revenaient d'Indochine. Voilà, donc il se passe quand même, il y a un mouvement un peu mondial. Et là, au moment où ta meilleure idée, c'est d'aller exiler le sultan pour mettre le feu aux poudres, quoi. En fait, c'est ça. Il croyait qu'il n'y avait pas de lien. Oui, mais pourtant, ils étaient censés connaître un peu la mentalité marocaine. Et là, je comprends très bien ce qui s'est passé. Je pense que les Marocains comprennent ce qui s'est passé. Non, je crois que cette vision hautaine, d'abord, ensuite l'administration directe, ils s'en foutaient de la légalité, de la légitimité des Marocains eux-mêmes. Mais de l'orgueil, pas de la légitimité et de la légalité. Du côté un peu tribal, collectif, de dire ne touchez pas à notre... au symbole. Voilà, c'est ça. Est-ce que tout le monde peut comprendre aujourd'hui? Ils n'ont pas compris. Non, je crois qu'ils étaient obnubilés par leur force. Et ils croyaient que c'est par la force qu'ils peuvent résoudre le problème. Y compris, par exemple, rentrer au palais avec des forces armées. Je veux dire, c'est quand même... c'est de l'inconcevable, a priori. C'est pire que... Comment dirais-je? C'est une guerre. On déclare une guerre. Or, déclarer une guerre, il faut s'attendre à la réaction. Le palais, c'est le Horm quand même. C'est un endroit sacré. C'est sacré. C'est pas un endroit anodin. Et ensuite, il faut... Il y avait une sorte d'aveuglement, tu veux dire? L'aveuglement. Ils sont devenus l'administration directe. Les élites des colons, les puissants sur le plan économique, les agriculteurs, les grands colons agriculteurs, les grands colons industriels, les grands colons commerciaux, qui ont des intérêts qui ont beaucoup d'intérêts, sont devenus très dominants au niveau. Ils structuraient l'administration au point que même les directeurs centraux au niveau de Rabat de l'administration coloniale, ils étaient les véritables gérants du protectorat. Gilbert Grandval en parle. Je veux dire, il avait 6 ou 7 directeurs, les directeurs des finances, les directeurs de l'agriculture, les directeurs des travaux publics, c'est l'équivalent un
peu des ministres. Il n'arrivait pas à les faire démettre de leurs fonctions. Ils étaient beaucoup plus sans que lui. Je veux dire, parce qu'il voulait réformer un peu l'administration. D'ailleurs, pour l'anecdote, en arrivant, comme bon administrateur qu'il était, il dit « Amenez-moi le statut qui régit les caïds et les pachas qui ont fait cette histoire de changement de sultan. Donnez-moi leur statut. » Je dis « Mais il n'y a pas de statut. » Je dis « Comment ? C'est des fonctionnaires ? Oui et non. Comment ça, oui et non ? C'est l'administration indigène, on a continué à l'ancienne. Quoi ? À l'intérieur d'un régime moderne, légaliste, avec un bulletin officiel, il n'y a même pas de statut qui régit des caïds et des pachas, mais c'est de l'illégalité totale. Ces gens-là ne devraient pas exister. Il écrit, il tombe des nues. Ce système dit moderne qui fonctionne un petit peu à l'ancienne, parce que le caïd était rémunéré au pourcentage, le pacha il avait un petit salaire avec des pourcentages également sur les impôts, les taxes, les dilités et beaucoup d'autres taxes. Je veux dire, il tombait des nues comment cette administration fonctionnait. Mais au fait, on a laissé faire. Peut-être au début du protectorat, il n'y avait pas de problème. On avait réglementé le côté judiciaire des caïds et des pachas. Oui, ça, on l'avait réglementé. Mais, je veux dire, au coup par coup, on leur a donné le pouvoir municipal et le pouvoir fiscal et le pouvoir de justice et le pouvoir administratif. Je veux dire, ils réunissaient tous les pouvoirs entre les mains et tout ce qui concerne les indigènes, l'administration coloniale passait par les caïds et les pachas pour les exécuter. Donc à partir de ce moment-là, il y a une sorte d'administration directe qui agissait sur les faits, alors que normalement, je le répète, c'est un pays qui se gouverne lui-même, sous le contrôle des autorités. C'est pour ça qu'on parle des autorités de contrôle. Et c'est là que peut-être ça a bugué à l'époque, et surtout que c'est une question de génération aussi. On a eu des gens qui ont fait, qui venaient des écoles, des grandes écoles françaises, des militaires nouveaux qui ont acquis leur grade pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais qui n'avaient pas d'expérience de la gestion des affaires indigènes. Et donc, ils ont commencé à commettre les gaffes, y compris ce qu'on appelle un petit peu la décadence. Ce n'est plus les notabilités françaises qui avaient du tact vis-à-vis de la notabilité, mais ils commençaient même à humilier les notables marocains, je veux dire les nouvelles générations. On a des exemples de ce type d'humiliation ? Oui, je veux dire, dans différents mémoires, on commence à ne pas considérer, à donner de la considération, ce qui expliquerait aussi le comportement de certains pachas et caïds qui ont compris quand même que cette administration nouvelle d'après la Deuxième Guerre mondiale et surtout celle qui a été installée et désigné pendant le général Juin ou le général Guillaume, il commence même à pratiquement insulter des notabilités à ne pas leur donner de l'importance qui leur revient normalement par rapport au système de fonctionnement du système. Et donc, je crois que là, il y a un changement psychique qui se passe chez pas mal de personnes, plus bien sûr toutes les gaffes de le répandre par la violence. Et répandre par la violence, ça n'avait provoqué que la violence. L'escalade, la violence contre Mohamed V lui-même, le jour de l'Aïd al-Kbir, c'est une violence multipliée par N qui se déclare avec l'attentat du marché central à Casablanca. Et là, une série d'attentats contre des personnalités, contre l'une des personnalités, l'assassinat l'une des personnalités de ce lobby d'une association qui s'appelle Présence Française. C'est pour ça que certains Français se distinguaient. Alors, qu'est-ce que Présence Française, pardon ? Présence Française, c'est une sorte d'association qui regroupait le lobby de ces colons qui ne voulaient rien savoir des indigènes. Un lobby politique ou un lobby... économique ou politique. C'est pas l'OAS. C'est un peu, c'est un peu ça. Parce que l'OAS va passer aux armes. Oui, le Présence Française également. Ah bon, ils ont fait quoi ? Les gens de Ma'arif à l'époque, c'était Dis pas de mal de nous. Si, les gens du Ma'arif étaient les agents d'exécution des bases besognes parce qu'ils faisaient ce qu'ils appellent les représailles. Dès qu'il y a un attentat, n'importe quel indigène rencontré dans l'espace public Casa est massacré. Dès qu'il y a un attentat, un événement, quelque part, la revanche et les ratonnades, ce qu'on appelait les ratonnades et la revanche s'organisaient tout de suite. C'était quoi, des sortes de milices ? Oui. Qui se promenaient et qui tapaient. Qui tapaient sur le Marocain. Mais comment tu veux taper sur les Marocains au Maroc ? Ils vont être. On est nombreux. Ils étaient dominants. Dans certains quartiers. Ils pouvaient avoir des armes. Ils avaient la connivence de la police qui les protégeait parce qu'elle était pro-régime colonial. Tu dis au Ma'arif parce que le Ma'arif était principalement européen. Était
prolétariat européen. Quartier populaire européen. Populaire européen. D'accord. C'est ça. Donc la présence Et surtout qu'elles étaient indigène, ouais. là où on est nous tous indigènes ici, était minoritaire. Très minoritaire, même en centre-ville, les grands axes, etc. Mais comme il y avait des gens donc qui il y avait des ratonnades chez nous. Des ratonnades chez nous, bien sûr, et la vengeance. Mais en face, il y avait quand même des Français qui étaient contre de ce système et ils ont mis en place ce qu'on appelle une organisation Conscience française. Présence française. Colonialiste et conscience française anticolonialiste. Absolument. Plutôt communiste, non? Non, la figure de Proust, c'est le Maigre de Breil, qui était le propriétaire, le Maigre du Breil, qui a été assassiné devant l'immeuble Liberté de 17 étages. Il y habitait et il a été assassiné devant. Et les autorités françaises à l'époque ont voulu qu'il y ait une histoire d'homosexualité, etc., et que c'est juste une histoire de revanche. Mais au fait, son assassinat a été organisé par vraiment les autorités françaises de Casablanca, parce qu'il est la tête de pont de cette organisation, cette association anticoloniale. Il avait un journal, l'Écho du Maroc, je crois. Il était riche, il avait, je crois, les usines, je ne sais plus quelle usine il avait. Bref, il faisait partie de l'élite de Casablanca, mais qui était une conscience française. Est-ce qu'il y a eu des chocs entre la présence française et la conscience française? Directement, je veux dire par presse interposée, oui. Mais jusqu'à l'assassinat de Le Maigre de Breil, oui, ça c'est un choc parmi les chocs, parce que, bien sûr, finalement, c'est les gens de présence française qui l'assassinent. Est-ce qu'on peut connaître la fin de... Donc on va terminer cette histoire. C'est très important de connaître le sort du Alem frère. Je ne sais pas comment il faut l'appeler. Abdelhaï Ktani. Comment il faut l'appeler? Un Alem, chef de Zawiya, Alem donc Alem. Quel Zawiya? Ktania. Logique. Que son père avait fondé, ouais. Son frère aîné. Donc il a soutenu Ben Arfa, ouais. Ben Arfa est parti. Ouais. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il l'a suivi. Il est parti. Il est parti. Mohamed V a pardonné au Glaoui, mais il n'a pas pardonné au Ktani. Et ouais, c'est quand même très fort. Il a pardonné au Glaoui. Alors pourquoi il pardonne au Glaoui? On peut pas rentrer. Mais j'ai posé la question à Si ou Jamal, le professeur que tu connais bien, et bon, je vous renvoie à ce podcast-là en fait. Mais le Ktani quand même, comment dire, parce qu'il y a un précédent quand même. Je dirais entre les deux familles, il y avait eu un quiproquo. Entre le Ktani et Moulay Hafid. Moulay Hafid avait fait flageller jusqu'à la mort le frère aîné de Abdelhaï el Ktani. On est en 1909. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il commençait, je veux dire, à lui manquer de respect et à essayer de s'imposer. Il s'est échappé à Fès de nuit. Il est arrivé chez Aïtendir, dans la Boudrbala exactement, chez la famille de Naït Hammoucha. On a les mémoires d'un acteur qui était visible. Bref, il s'est échappé vers le Moyen Atlas pour essayer de constituer une base, une asabiya pour reprendre le pouvoir. Et là, il est poursuivi. Le grand frère d'Al-Haït. Le grand frère, absolument. Le grand frère qui a été flagellé jusqu'à la mort. Et donc, par Moulay Hafid. Par Moulay Hafid. Bon, peut-être il y a ça qui reste, parce qu'avec l'arrivée, alors qu'a priori, le frère aîné, Mohamed ibn Abdelkibir, je crois, son nom complet, était contre la colonisation, mais son petit frère va tremper dedans avec ses pieds, avec ses mains. Donc il va être leur support par excellence. Et il va jouer ce rôle un petit peu par sa zaouïa, comme il avait des adeptes un peu partout au Maroc. Il va essayer de mobiliser son réseau pendant cette période. Surtout que, je veux dire, il avait pas mal d'impact sur quelques élites et quelques tribus. Mais je veux dire, entre le passé et surtout tremper corps et âme dans le complot en tant qu'homme de religion qui normalement sait très bien distinguer et comprendre ces histoires de légalité et de légitimité. Je veux dire, c'était de l'impardonnable à mon avis. Est-ce que les signataires de la déposition, la demande de changement de imam, pas de sultan, entre Mohamed bin Youssef et Mohamed bin Arfa, est-ce que ces signataires ont dû subir les conséquences de leur choix? Oui, d'abord, certains membres de l'armée de libération les ont tués, je veux dire comme ça, bêtement, parce que les ont saisis, les ont tués, certains. Ça s'est passé surtout, par exemple, le Bachar el-Baghdadi qui a remplacé le Fatmi ibn Slimane a été brûlé vif au Mchouar. Et il est venu demander pardon, et comme le Mchouar était plein de gens qui venait fêter le retour de Mohamed bin Youssef, il a été brûlé vif. D'ailleurs, ça a laissé... Au moment où il venait demander pardon. Oui, il venait... Il a été lynché, en fait. Il était lynché, brûlé vif. Le chanson disait Al-Baghdadi, Shditil Manda on Siti Hadi. C'était le chant un peu de l'époque. Les gens qui étaient enfants, à l'époque arabe, s'en souviennent. Shditil Manda on Siti Hadi.
C'est la punition, le châtiment qu'ils lui ont fait. Je ne sais plus le second pacha qui a été sauvé par le Fatmi Ben Slimane, in extremis, qui a failli être lynché. Certains sont partis en France, comme le Bachar el-Madani de Gadir. Il est parti en France et s'est exilé rapidement. Hein. On l'a dit, s'est exilé aussi. Lui, il a été exilé. Le Qaïd Bouammar de Zahir également, il s'est exilé. Il y a un Dahir qui est sorti tout de suite pour la saisie de leurs biens, tout de suite après l'indépendance, je crois vers 57-58. Et ensuite, en 64 ou 65, il y a un nouveau Dahir qui les a rétablis dans leurs droits civiques, je crois, y compris la restitution de certains de leurs biens dont ils n'ont pas les justificatifs, je veux dire, de possession, parce qu'ils avaient des biens, des terres, des fonciers, etc., etc. Mais en tout cas, on a eu un mois de septembre assez chargé après août. Je veux dire, il y a des délégations qui sont allées à Madagascar, le général Katrou, qui est un ancien du Maroc et copain un peu de Mohamed V, pour essayer d'avoir ses faveurs et d'accepter quand même de se réconcilier avec les Français. On a envoyé le Hajj Fatmi Ben Slimane, on a envoyé Maître Ezar, l'avocat de Mohamed V, qui s'occupait de ses affaires pendant son exil. On a envoyé le Mbarak el-Bekkay également, qui a été mis au devant pour également discuter avec lui rapporter l'évolution, les décisions d'Aix-les-Bains et puis les suites proposées. On a même sorti des archives quelqu'un qui était exilé au Portugal, le général Nogues, qui était au Maroc, qui s'est échappé du Maroc en 1943 quand De Gaulle est arrivé, qui a été condamné par contumace. Je crois que c'est là qu'on lui a pardonné au général Nogues. Et donc on le mobilise également pour l'envoyer, pour avoir, parce que, je veux dire, Mohamed V, il était très en colère au début et petit à petit, il a accepté de revenir et de négocier avec les Français. Il arrive à Nice d'abord le 30 octobre 1955 et le lendemain, il part à Paris. C'est là que commence un nouveau processus par la déclaration de la Selle Saint-Cloud avec Antoine Pinet et puis le retour le 16 novembre au Maroc. Alors le Fatmi Ben Slimane n'a pas pu constituer le gouvernement. Avec le retour de Mohamed V, le 4 conseil du trône, c'est fini et tout de suite Mohamed V désigne Mbarak el-Bekkay de Beni Znassen, qui était pacha de la ville de Sfro, ancien officier dans l'armée française qui a été blessé pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1940 à Sedan, comme président du Conseil, c'est le terme qu'on utilisait à l'époque, pour constituer un gouvernement qui allait négocier avec la France. Et c'est ainsi que le processus s'est déroulé entre octobre et mars-avril 1956. C'est une période où ça se passe très vite. Et c'est assez compliqué à tout suivre. Hein. On a beaucoup d'événements. Consacré un gros podcast avec le professeur Bouaziz sur centré autour d'Oledani, mais qui évoque plus ou moins la même période. Et dans la dernière année, la 54, 5, 6, ça part très vite. Ça part très vite un peu dans tous les sens. Et je t'avoue franchement que je suis beaucoup ce que vous dites et parfois j'ai du mal à tout synthétiser. Hein. Pour finir, je veux dire, la symbolique du 20 août, elle est trop forte au point que, vous savez, pendant la guerre de libération en Algérie, il y avait l'ALN, l'Armée de libération nationale, et le FLN, l'organisation politique. Et le seul congrès que le FLN organise à l'intérieur de l'Algérie occupée à l'époque en pleine guerre, ils choisissent la date symbolique du 20 août 1956. C'est le congrès de la SOMAM qui a mis en place, qui a établi vraiment une charte de FLN et de l'ALN avec les fameux deux principes, la primauté de l'intérieur sur l'extérieur et la primauté du politique sur le militaire. C'est le choix de la date du 20 août 56 de la part de Abbar Ramdan, Ben Mehidi, Karim Belkacem et d'autres. Je veux dire, c'était... Mais pourquoi ils choisissent le 20 août en hommage à Mohamed V, parce qu'il a été exilé le 20 août 1953. On parle de l'Algérie, on est d'accord. Oui, de l'Algérie, mais la dimension pan-maghrébine, je veux dire... Non, mais c'est important à signaler. La dimension pan-maghrébine pour le combat pour l'indépendance au Maroc, Tunisie, l'Algérie. Ce que tu es en train de dire, c'est que l'exil de Mohamed El Khamis, au 20 août, qui était dans l'Aïd, c'est bien ça? L'Aïd, absolument. Oui, cette année-là, a eu un impact et un retentissement qui dépassait le Maroc. Tout à fait. En tout cas, dans ses frontières. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup Si Mustapha, c'était super intéressant, vous en savez beaucoup plus sur cette période très compliquée et ne reste pas très loin de nos locaux, tu seras bientôt reconvoqué. Merci, avec grand plaisir. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.